à tous, bonjour à toutes, une très bonne année 2023 à vous, et bienvenue dans cette première partie des vidéos de début d'année, les top, flop, bilan et rattrapage, avec donc dans cette vidéo, le bilan de l'année écoulée et ce qui va se passer à venir sur la chaîne. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un truc bizarre sur la main et que la lumière n'est pas habituelle. Ça, c'est un des projecteurs, c'est les petits projecteurs LED que j'utilise depuis quelques années maintenant sur la chaîne. Je vous préviens juste parce qu'il se pourrait qu'il y ait un problème pendant la vidéo, il se pourrait que l'une des lumières crève. Parce qu'en fait, j'ai eu un souci, c'est que ces trucs-là, en principe, sont branchés sur des petits adaptateurs dans ce genre-là. Vous voyez, c'est l'adaptateur que tu branches, normal. Et puis, tu as une sortie avec un embout très particulier. Et puis, il y a quasi rien qui utilise cet embout en dehors de ce truc-là. Et en fait, ce truc-là, il est en train de cramer petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je le branche, ça fait et ça buzz à fond, etc. Donc, plutôt que d'avoir un risque incendie chez moi, je me suis dit, je vais sortir, en acheter un autre. Sauf que ça ne se vend plus. Ni ça avec juste un embout comme ça, ni les adaptateurs universels où t'as plein de petits embouts vendus avec le même truc. En fait, tous ces adaptateurs-là, et celui-ci en particulier qui me sert pour mes trucs, ça ne se trouve que en ligne. Et juste avant de tourner, je me suis rendu compte du coup que celui-ci ne marchait plus. Si j'ai le buzz énorme, etc., c'est très emmerdant parce que c'est capté par le micro, et j'ai déjà essayé de le retirer une fois, et il est plus fort que ce que je croyais. Vraiment, il s'entend dans le micro, quoi. Donc c'est fort parce que la prise, elle est là, 1,5 mètre, quoi, à peine. C'est un deuxième bras, et puis je pense que je l'atteins. Donc ça s'entend quand même jusqu'ici, donc c'est quand même super fort, et c'est super agréable, et ça c'est pas très bon quand tu le retiens. Donc j'ai voulu en acheter un autre, et je n'en ai trouvé nulle part. J'ai perdu une journée entière de tournage, et du coup aujourd'hui, ce petit projecteur LED va fonctionner avec des piles. Donc, il se pourrait qu'elle soit déchargée à un moment ou à un autre de la vidéo, donc je préfère vous prévenir, quoi, qu'il est possible que la lumière ne puisse pas rester jusqu'au bout. Donc voilà, je vais brancher mon projecteur maintenant. Voilà, il est fixé. J'ai l'impression que j'ai déjà eu une baisse de lumière depuis tout à l'heure. C'était beaucoup plus blanc tout à l'heure quand je l'ai installé, et il suffit que je touche un tout petit peu le truc. Bon, écoutez, on va faire avec. Ouais, je sais, ça a l'air rude comme vidéo. Et je dois dire que ça illustre bien l'année qui vient de s'écouler, parce que l'année qui vient de s'écouler, elle était catastrophique. Alors avant qu'on rentre dans le détail, je vais profiter de l'occasion pour, comme l'année dernière, vous inviter à envoyer vos votes pour élire la meilleure vignette dessinée par Arcadie Picardie cette année. Comme l'année dernière, il y a un petit lien qui sera disponible là dans la description en dessous. Il vous suffit d'aller dessus, vous pouvez cliquer sur autant de vignettes que vous voulez, parce que à chaque fois que je mets le lien, les gens disent « Ah, c'est difficile de choisir ». Je fais « Vous n'avez pas besoin de choisir, j'ai fait des choix multiples exprès pour que vous n'ayez pas besoin de choisir. Toutes celles que vous aimez, vous lui remettez un like, et du coup on voit laquelle plaît le plus au plus de monde à la fin du truc, et ça fait la gagnante, quoi. Donc ça y est, le sondage est mis en place, et la vidéo devrait tourner fin janvier, normalement. Entre fin janvier et début février. Donc voilà, vous avez jusque là pour voter. On va faire cette année dans l'ordre, donc les bilans et à venir là dans cette vidéo là. On fera une prochaine vidéo sur les rattrapages, en partie. Les rattrapages top et flop série. Je fais une seule vidéo qui condense toutes les séries que j'ai vues, et je fais le top 5 et le flop 5 en une seule vidéo. Donc ce sera la deuxième vidéo. La troisième vidéo sera normalement le top des vignettes, et ensuite on aura top, flop et rattrapage. Normalement dans cet ordre-là, mais je sais pas trop, je sais pas, est-ce que ça vous a plu l'année dernière? Parce que en fait, ce que je faisais avant, c'est que je sortais les rattrapages, comme ça vous étiez toujours, vous questionnez toujours sur quels allaient être les tops et les flops, une fois que la vidéo de rattrapage était sortie. Et du coup l'année dernière, comme il y a eu un gros souci, et on va en parler justement, c'est sorti après, et du coup je sais pas, est-ce que vous aimez bien si les rattrapages arrivent après? J'ai l'impression qu'on est sorti du coup de l'ambiance et du mood du truc. D'un autre côté, la vidéo des rattrapages de l'année dernière, je sais pas si c'est parce qu'il y a Kaamelott dedans, mais la vidéo des rattrapages de l'année dernière, elle a fait 400 000 vues cette année, c'est la plus grosse vidéo que j'ai sortie cette année. Pour rentrer un petit peu dans le bilan déjà là, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues de toute l'année, la vidéo de rattrapage. Donc comme quoi ça vaut le coup hein, de regarder autant de films, etc. Cette année j'ai encore fait pareil, je me suis même pas rendu compte du nombre de films que je regardais cette année en fait, donc au bout d'un moment j'ai fait le bilan, je vais en rajouter, il y en a combien là? 70. Ah d'accord. Donc voilà, c'est vrai que c'est particulier, mais j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup ces vidéos de rattrapage, ça permet de faire des conseils pour plein de films, ça fait plein de films aussi dont je parle pas souvent sur la chaîne. Donc je sais pas, est-ce que vous préférez que ça sorte après ou avant les rattrapages par rapport au top et au flop? C'est pas le truc le plus important du monde, mais dites-moi ce que vous préférez. Voilà, je pense que l'intro c'est fait, donc on peut rentrer dans le vif du sujet. L'annus horribilis. Qui, pour les plus jeunes d'entre vous, veut dire l'année horrible, l'année de merde, pourrait-on traduire avec un langage plus moderne et plus fleuri. Ça a été une catastrophe, la chaîne cette année, menant donc à la vidéo que vous avez vue probablement sortir il y a peu de temps, la vidéo qui s'appelle « La chaîne va devoir changer ». Mais c'est vrai que voilà, ça a été catastrophique cette année, notamment avec les vidéos de top et flop, puisque les tops et les flops et les rattrapages se sont terminés en mars cette
cette année. C'est vous dire à quel point j'étais déphasé par rapport à tout le reste. Il y avait eu notamment la sortie du Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, qui avait été très très chiante et laborieuse. Je sais plus si c'était tout octobre ou tout novembre que j'avais passé, je crois que c'est tout novembre que j'ai passé entièrement à vérifier les défauts sur la vidéo et retirer des trucs de son et corriger certains détails, etc. Et ça m'a décalé pour tout le reste. Heureusement, je crois que les Oscars étaient assez décalés l'année dernière, encore une fois, ils avaient été faits en mars, il me semble, à cause il me semble encore de l'impact du Covid. Donc ça m'avait pas trop fait chier sur le grosso modo sur la chaîne, mais quand même, quoi. C'est vrai que c'était assez laborieux pour de finir les top flops et rattrapages en mars. D'habitude, ça se finit en janvier, limite début février, mais alors là, en mars, mi-mars en plus, je crois que c'était le 13 ou le 15, ça a mal démarré l'année. C'est vraiment, il ne pouvait pas avoir de signal le plus clair que cette année, j'allais pas réussir à faire ce que je voulais faire. Pour plusieurs raisons, donc comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'absence de pourquoi j'ai raison, vous avez tort, beaucoup de fatigue, et beaucoup de lassitude due au rythme de travail. Il y a un petit truc sur lequel je voudrais revenir vite fait d'ailleurs sur le rythme de travail, parce qu'il y a certaines personnes qui ont mal compris mon descriptif de mon emploi du temps. J'ai fait un descriptif de mon emploi du temps pour les vlogs qui m'amenait grosso modo à 24 heures en une semaine de travail. Mais condensé sur une seule journée de 12 heures. Donc déjà, rien que ça, le fait que les journées soient plus grosses en soi que des journées de 8 heures de travail normal, je pensais que les gens comprendraient que c'est pas la même chose que faire ta journée de 8 heures classique que j'ai fait aussi. Hein. Il y a des gens qui m'ont demandé, généralement pour me dire que je suis une feignasse, oui, j'ai bossé déjà dans la grande distribution, j'étais vendeur à Micromania pendant 3 ans, je sais ce que c'est que d'avoir un rythme de travail normal, quoi. Mais le truc, c'est que les gens ont pas compris, pour beaucoup d'entre eux, qu'une fois que ces 24 heures de vlog étaient faites, et ces 24 heures quand tout va bien, j'ai quand même insisté beaucoup là-dessus, c'est 24 heures pour 2 vlogs, quand tout va bien, quand les 2 vlogs font moins d'1 heure au final, une fois montés, quand il n'y a pas de problème avec les extraits, quand il n'y a pas de problème d'exportation, quand il n'y a pas de problème avec YouTube, etc., etc. Et, enfin, généralement, ça prend beaucoup plus que 12 heures, pas forcément 24, mais ça va peut-être en prendre 14, 15, 16, des fois, des trucs dans ce genre-là, quoi, d'un coup. Donc c'est quand même assez énorme, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont restés à, ça fait 24 heures au total, et du coup, le reste de la semaine, t'es quand même plutôt tranquille, quoi. Je fais, non mais les gars, le reste de la semaine, il y a les pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Et en ce moment, je prends 2 jours pour récupérer d'après un vlog, mais avant, je prenais qu'une seule journée, voire j'enchaînais directement, ce qui faisait que j'avais des semaines à largement plus de 42, 48 heures et trucs dans ce genre-là, quoi. Le principe, c'est que si je bosse pas sur un vlog, je fais autre chose. Donc c'est 24 heures de vlog, de base, plus des heures de boulot à côté, quoi. Donc je voulais juste quand même préciser ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris. Et effectivement, le truc, c'est que depuis cette année, j'y arrive plus, j'ai pas réussi à tenir, je suis ultra fatigué, ce qui m'a aussi lassé de mon travail. Et donc, c'est pour ça que l'activité a été très 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 compliquée. Je me réveillais toujours le matin fatigué, en pensant que c'était parce que j'avais mal dormi. En fait, quand t'es trop stressé, tu te réveilles fatigué de stress, en fait. Tu dors et tu te réveilles immédiatement stressé par « bon, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », et en fait, directement, ça te refatigue. Donc c'est assez particulier quand même le rythme que tu t'imposes. Je me suis rendu compte aussi que cette année j'avais vu pas mal de séries, notamment pour en faire des vlogs. C'est pas juste de la série plaisir, je crois que j'en ai vu 3 ou 4 des séries juste pour mon plaisir personnel. Juste pour dire, là je me pose, je vais regarder 9 heures de programme qui seront pour moi. Et c'est tout, quoi. C'était rare pour moi de m'autoriser des trucs comme ça. Je me le suis fait par exemple avec la série Dahmer cette année. Mais c'est très rare que je le fasse. Stranger Things aussi. Stranger Things, c'est une série que j'ai jamais abordée en vlog parce que honnêtement, Stranger Things, y a rien à dire. Tu finis la série, elle t'est déjà sortie de la tête, il y a rien qui t'a marqué, il y a pas une scène qui va machin, enfin c'est la saison 4 encore, il y avait quelques trucs qui étaient un petit peu sympas, un peu impressionnants avec Vecna, mais honnêtement c'est des séries, je les ai aussitôt vues, aussitôt oubliées, Stranger Things, quoi. J'ai jamais compris pourquoi ça marchait autant, c'est pas désagréable, mais je trouve que ça laisse pas d'impact. Mais du coup, c'est vrai que toutes ces séries, ça rajoute énormément de temps, enfin ça enlève plutôt énormément de temps que tu peux mettre sur le reste. Quand tu dois regarder 9 heures de série, bah c'est 9 heures que tu peux pas mettre sur un pourquoi j'ai raison d'être tort, sur autre chose, etc., etc. Tu fais ça sur plusieurs jours, tu fais pas 9 heures d'un coup en une journée, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu saoulant, généralement même tu fatigues des fois ou des trucs de ce genre là. Donc c'est vrai que ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Donc c'est vrai que la question de l'emploi du temps, de la fatigue et de la lassitude a été très 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 forte cette année. Et que je n'ai pas fait les 3/4 de ce que j'avais en tête à faire, et ça me fait d'autant plus chier que c'était l'année des 10 ans, quoi, et c'était l'année où il fallait essayer de célébrer le truc, c'était l'année où il fallait essayer de faire du contenu qui en parlait, qui le mettait en avant. Je vous avais déjà dit, du coup, que je voulais faire des suites à certains pourquoi j'ai raison d'être tort qui étaient sortis. Il y en a un qui est écrit, et qui n'est donc toujours pas sorti, qui sortira là au début de l'année, mais peut-être pas, il y a peut-être un autre pourquoi j'ai raison d'être tort qui va se rajouter entre celui qui est déjà préparé, là, qui est déjà enregistré sur la timeline, etc., mais que j'arrive juste pas à me mettre dessus pour le montage, et je vais peut-être en faire un autre juste avant, parce qu'il sera peut-être plus facile à faire, et du coup, ça me remettra peut-être plus facilement dans le bain, et ensuite, ce sera très actuel, niveau pertinence, donc voilà.
j'ai peut-être un autre projet qui va se rajouter. Mais c'est vrai que j'avais prévu plein de trucs, j'en avais parlé, je vous ai dit que je voulais faire un truc sur Nolan, je l'avais dit dans ma vidéo. C'est pour ça que j'aime pas le dire en début d'année, parce que je sais que des fois je me plante et j'arrive pas à le faire. Je voulais faire une suite sur Nolan pour parler de Dunkerque, Interstellar et Tenet. Je voulais faire également, je l'avais pas dit, mais je voulais faire une suite au Pourquoi j'en ai tort sur Resident Evil, parce que j'ai toujours pas abordé le dernier film de Paul W. Anderson qui est catastrophique, le dernier film d'animation qui est pas bon non plus, et le reboot qui est sorti, Welcome to Raccoon City, que j'avais trouvé plutôt honorable finalement quand il est sorti, mais qui a pas plu à beaucoup de monde manifestement à part moi, et donc je n'ai pas réussi à sortir tout ça. Je voulais aussi faire, je vous le dis maintenant, je voulais faire, vous savez, vous vous souvenez, il y a 8 ans je pense, c'était au tout début de la chaîne, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait « Aidez-moi à retrouver ces films ». Il y avait 3 films que j'avais en tête et j'étais incapable de les retrouver et j'avais demandé du coup de l'aide, et il y en a 2 qui avaient été retrouvés sur 3, le 3e, ça devait être un rêve fiévreux que j'ai fait un soir, un truc dans ce genre là, parce que personne n'a reconnu le truc. Et en fait, je m'étais dit, il serait peut-être temps du coup que je fasse la vidéo sur ces 2 films que j'ai retrouvés, quoi. Je me suis dit, pour les 10 ans, ce serait la bonne célébration, ça fait tellement longtemps que je l'ai promis, je l'avais complètement oublié entre temps. Pour les 10 ans, ce serait peut-être bien de le ramener sur le devant de la scène, quoi. Et non, j'ai pas réussi. Et honnêtement, du coup, maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais le refaire, parce que c'est bizarre de revenir sur une vidéo comme ça dans la vie de la chaîne. Peut-être les 15 ans, peut-être on attendra les 15 ans maintenant. Si je suis encore là, on sait jamais, parce qu'avec la fatigue et tout bordel, j'espère que mon nouveau rythme va réussir à me permettre de gérer un peu mieux. Donc voilà, ça a été très laborieux à cause des vlogs cette année, mais il y a quand même un truc sur lequel je voudrais vraiment insister, parce que j'ai quand même je crois que j'ai été assez clair, mais j'ai quand même vu ça revenir une ou 2 fois. J'étais fatigué et lassé de faire ces vidéos, mais je suis pas dégoûté de faire des vlogs ou de faire les autres vidéos de la chaîne. En fait, c'est ça le drame, c'est que moi-même, je voudrais me pousser plus loin, en fait. Moi-même, je me dis, je voudrais pouvoir sortir encore 100 vlogs dans l'année, je voudrais pouvoir en faire tous les jours, sur toutes les sorties, sur tous les machins. Quand je fais mes rattrapages, au final, chaque semaine, j'ai au moins 3 ou 4 films, parce que je fais mes rattrapages en regardant les semaines de sortie en salle. Et honnêtement, c'est rare qu'il y ait une semaine où je pars sans aucun film, quoi. Et pas forcément les films, justement, qui sont habituellement affichés sur la chaîne. Donc, c'est vrai que dans soi, je voudrais en faire plus. Et même aujourd'hui, enfin, véritablement, aujourd'hui, j'ai la liste des films à venir, là, du coup. Et je me suis dit, je pourrais peut-être faire une petite présélection, voir, a priori, lesquels je vais faire cette année, quoi. Et en fait, quand tu regardes le truc, je fais, non mais en fait, là, je suis en train de faire un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je suis en train de faire exactement la même chose que l'année dernière, donc faut pas que je le fasse comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment un peu déchirant aussi pour moi de me dire, putain, ça me fait chier de réduire les vlogs, quoi. J'aime bien sortir plein de vlogs et parler de plein de films et rester dans l'actu et trucs dans ce genre-là. Bon, voilà, maintenant, c'est plus difficile à faire. Donc, on verra, on va changer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est vrai que cette année, c'est vraiment le moment où les vlogs sont allés trop loin. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Changer, je pense aussi, la formule des vlogs pour faire les séries, ça a aussi pas aidé le truc. Aujourd'hui, parler d'audiovisuel sans parler de séries du tout, ça paraît absurde. Enfin voilà, tout un tas de modifications par rapport au vlog, mais je maintiens que j'aimerais encore en faire, quoi. D'ailleurs, ça pose une petite question. J'avais commencé à faire une série de vlogs l'année dernière sur les séries Star Trek. Je fais les Star Trek modernes quand ils sortent, mais j'avais commencé à faire une série qui revenait sur les anciens Star Trek. J'avais commencé avec la série originale, et je devais faire The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, je l'aime pas, mais... et puis ensuite Enterprise, etc., quoi, pour avoir tout rattrapé. Je pense que je vais continuer à le faire, parce que de toute façon, Star Trek, je regarde ça dans l'année, parce que ça me détend, et c'est très agréable. Enfin, c'est quand tu sais pas trop quoi faire, genre quand tu veux manger, mais que tu veux pas te lancer dans un film, parce que t'as autre chose à faire entre-temps, un truc genre là, que le film est trop long, tu te mets un petit épisode de 45 minutes de Star Trek, ça passe très bien pour bouffer devant, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je me fais régulièrement, Star Trek. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, je pourrais sortir un vlog dessus, quoi, sur ça, mais faut pas attendre ça avec trop d'impatience, parce que maintenant, du coup, c'est vraiment plus la priorité, quoi. Déjà, si je fais l'actualité, c'est déjà un exploit. Ensuite, faire une série rétro, c'est encore autre chose. Peut-être que je convertirai ça dans un autre format de vidéo un jour ou l'autre, mais franchement, c'est pas du tout dans mes projets à l'heure actuelle. J'adore Star Trek, mais il y a tellement de choses à aborder, et Star Trek, ça parle tellement pas au français, que c'est peut-être pas le projet le plus important à faire maintenant, quoi. Il y a aussi eu beaucoup moins de réactions à des trailers cette année, parce que l'année dernière, j'en avais fait, je sais plus, j'en avais fait une douzaine, je crois, l'année dernière. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup trop, notamment j'en faisais une à chaque sortie d'un teaser, puis un trailer, puis d'un story trailer, d'un machin genre là. Donc je refaisais plusieurs fois les mêmes films. Ça m'avait lassé moi aussi, et puis ça faisait trop de jours où il fallait d'un seul coup tu te réveilles et tu dis oh putain il y a un trailer, bon attends faut mettre tout en place, etc. Donc moi aussi ça me saoulait, j'ai réduit du coup cette année. Donc voilà pour ce qui est du résumé de la chaîne cette année. Et donc on va en arriver à la dernière partie de ces vidéos, la partie à venir sur les films qui vont sortir l'année prochaine. Alors j'en ai noté un petit paquet, parce que pour le coup l'année prochaine elle s'annonce plutôt pas trop mal. En fait, ça semble assez clair qu'on est en train de vivre la fin
du problème posé par le Covid par rapport au cinéma. Pendant quelques mois, il y a tout un tas de projets qui ont été mis en suspens et ils ont mis du temps avant de redémarrer parce que avant de démarrer un nouveau projet, il fallait aussi le réadapter pour qu'il soit raccord avec les codes du Covid et les problèmes, etc. Donc en fait, pendant ces quelques dernières années là, on a surtout eu des films qui étaient dans les cartons pendant très longtemps et qu'on a mis du temps à sortir, dont on a décalé des sorties par exemple, comme le Top Gun Maverick, qui devait sortir en principe beaucoup plus tôt que ça et que Tom Cruise a voulu décaler jusqu'à ce que vraiment le truc soit redevenu plutôt tranquille. Et tu sens vraiment que, en fait, on a eu 2 années là où le cinéma est un peu perdu, il nous a filé un peu ses fonds de cuve et ses fonds de machin parce que il a rien, quasi aucun des projets qui ont été lancés après le Covid ne sont maintenant sortis en salle. Donc en fait on a toujours en fait les fonds de catalogue et les fonds de machin qui sont en train d'arriver sur les écrans et honnêtement j'ai l'impression qu'à partir de l'année prochaine ça va devenir potentiellement un peu plus intéressant. On va commencer au mois de février parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, donc on va commencer avec les films du mois de février. Le nouveau Astérix Obélix contre l'Empire du Milieu. Le même jour sortira Knock at the Cabin, qui est donc le nouveau film de M. Night Shyamalan. Celui-ci, j'aimerais bien en faire un vlog, parce que vous savez, M. Night Shyamalan, c'est un mec que je suis depuis quelques années. Depuis Sixième Sens, quoi. Mais depuis que j'ai quelques années, j'ai fait un pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur lui. Donc j'aime bien me tenir au courant et voir comment est-ce qu'il évolue. Et j'ai l'impression qu'il a l'air de challenger certains de ses codes de récemment. Donc Knock at the Cabin, ça pourrait être très sympa. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'histoire d'un couple gay et leur enfant qui sont pris en otage dans leur cabine au fond des bois par 4 personnes qui leur prédisent l'arrivée de l'apocalypse, donc les 4 cavaliers de l'apocalypse en grosso modo. Le 8 février, on a beaucoup de films français, étonnamment, qui sont potentiellement intéressants. Le premier, je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est Alibi 2, Alibi.com 2. Alibi.com, c'est le film de la bande à Fifi que j'ai détesté. C'est le seul sur lequel ils ont fait une suite, à part Babysitting. Donc, j'attends pas du tout personnellement Alibi.com 2, mais on sait jamais, ça pourrait être intéressant. Grosso modo, j'aime bien leur humour, la bande à Fifi en général, et eux, ils ont justement ce côté ambitieux, ils veulent essayer de faire des cascades, des trucs un peu ouf dans leurs films. Donc c'est déjà un petit peu plus intéressant que les 3/4 des projets français. On a cette semaine La Tour, qui va sortir, qui est un des 2 films de Guillaume Niclou qui va sortir dans l'année prochaine. C'est un peu comme François Ozon, ce genre de mec, tu sais pas comment... La plupart des gens galèrent à produire ne serait-ce qu'un 2e ou un 3e film, t'as des gens comme ça qui en produisent 2 par an. Je sais pas comment ça se passe. Grosso modo, c'est une prise sur le confinement. C'est des gens qui sont enfermés dans une tour parce que d'un seul coup la tour se retrouve enveloppée dans une sorte de brume noire et il n'y a plus rien en dehors de la tour en fait. Il n'y a que la tour et la brume noire avance petit à petit vers la tour et les gens sont enfermés dedans. Et donc en gros c'est un confinement obligatoire, mais au lieu de que ce soit une maladie, c'est une brume sombre qui a enveloppé le reste du monde et donc ils savent pas trop ce qui se passe. Ça peut être potentiellement intéressant. Et puis il y a un film qui s'appelle Zodi et TU, les frères du désert, qui est sur un jeune garçon, c'est un film français mais qui a l'air plutôt pas mal au niveau de l'ambition, parce qu'au moins par exemple ça tourne pas en France et dans la banlieue française, ça va se tourner dans le désert. C'est un jeune bédouin, adolescent je crois, de 12 ou 13 ans, qui découvre un chameau abandonné dans le désert, et le chameau est ultra rapide, et donc du coup il va essayer de faire des courses avec le chameau et de rapporter de l'argent à son village et à sa tribu. Il doit pas être un village du coup parce que c'est un bédouin. Ça a l'air assez audacieux, et il y a des images qui sont assez impressionnantes vu que ça tourne dans des conditions particulières. Donc, écoutez, ça peut être potentiellement intéressant. Le 15 février, il y en a un français qui a l'air vachement intéressant aussi, potentiellement intéressant, notamment pour moi, parce que je suis assez fasciné par l'astronomie. Il y a un film qui s'appelle L'Astronaute qui va sortir. Il y a Mathieu Kassovitz qui est en rôle secondaire, mais c'est pas lui qui réalise ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est le seul dont tu te souviens. Le réalisateur est aussi l'acteur principal du film, je crois. Et c'est un mec, en fait, qui est fasciné par l'espace et qui veut construire la première fusée amateur capable d'aller dans l'espace. Ça coûterait des thunes monstrueuses, et je crois que le truc en fait c'est qu'ils bossent à l'ESA, l'agence spatiale européenne, et du coup ils leur piquent ce qui rend le script réalisable, parce que des amateurs qui arrivent à construire une fusée, c'est un peu comme les mecs qui construisent une soucoupe volante dans leur jardin par exemple, vous savez, c'est mieux pour des sujets de striptease que pour faire des films. Mais là, pour le coup, ça a l'air plutôt pas mal, et j'ai vu certaines images, les mecs ont vraiment récupéré un moteur de fusée pour faire des tests dans un jardin, etc., et ça a de la gueule. C'est un peu ambitieux, ça fait un peu rêver, par exemple, comme film français, c'est assez rare qu'on ait des films français qui sont là pour nous faire rêver. C'est pas juste, faut essayer de faire en sorte que ton entreprise se casse pas la gueule, c'est non, on va essayer de te faire rêver carrément, quoi. Ça sort le même jour que Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, dont je n'ai rien à foutre. Mais alors, c'est violent à quel point je m'en fous, quoi, de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Probablement parce que c'est Ant-Man and the Wasp et que ça a jamais fait un bon film, mais même avec l'arrivée de Kang dans vraiment le Marvel Cinematic Universe au cinéma, rien à branler.
Le 22 février, nous avons The Fabelmans, le fameux film autobiographique de Steven Spielberg sur Steven Spielberg, donc, qui sera donc intéressant à voir pour ça. On a un film qui s'appelle Apache. Pour le coup, c'est assez bizarre et assez audacieux. C'est un film sur des gangs qui parcouraient Paris dans les années 1900. Alors évidemment, encore une fois, quand on fait un film un peu audacieux, il faut que ce soit un film dans le passé, parce qu'on sait faire que du film en costume et des reconstitutions d'époque. Mais ça a l'air plutôt cool, plutôt esthétisé. Il y a certains effets spéciaux qui sont plutôt impressionnants pour reproduire le Paris d'époque. Et dans le cinéma français, c'est un petit peu détonnant. Donc pour le coup, voilà, ça peut être pas mal d'aller voir Apache. Et le même jour, on a aussi Missing qui va sortir, qui est la suite de Searching, qui est un film qui s'est retrouvé dans mon top à une époque. C'est un peu le même principe aussi que Unfriended, qui était un film d'horreur qui est sur le même principe. Vous savez, ces films qui sont juste une capture d'écran de ton ordinateur, et tu racontes tout un récit en montrant la personne ouvrir ses différentes fenêtres, aller parler à des gens sur Facebook, faire des chats vocaux, faire des FaceTime et des trucs dans ce genre-là. C'était vachement bien pour le premier, et du coup le deuxième m'intéresse aussi. Ce qui est intéressant en plus, c'est que le premier c'était donc un père qui cherchait sa fille, et pour le deuxième ils ont retourné le truc avec quelque chose que j'ai rarement vu, c'est la fille qui cherche ses parents. Je trouve que c'est vachement sympa de retourner le truc comme ça. Le 1er mars, nous avons Creed 3 qui va sortir, le premier film réalisé par l'acteur principal Michael B. Jordan, inspiré par Sylvester Stallone probablement. Et honnêtement, c'est un peu pour ça que j'ai un peu peur, parce que le Jordan, je sais pas exactement ce qu'il peut faire comme film, et notamment au niveau de l'histoire de Creed 3, bah je suis désolé, mais enfin c'est quand même l'histoire de Rocky 3 quoi. C'est Clubber Lang qui débarque et mais qui cette fois-ci est un pote au lieu d'être juste un inconnu. Mais c'est le même truc quoi, c'est le boxeur qui a une rage absolue, qui va être un défi particulier pour Adonis Creed. Donc ça me déçoit à ce niveau-là parce que le premier avait aussi reproduit un petit peu le principe de Rocky. Mais il a vu au moins la bonne idée de changer la fin, il a vu la bonne idée de changer la raison pour laquelle le personnage se battait, avec tout le côté héritage, etc. Est-ce que je mérite le nom et tout le bordel. Donc ça me paraissait plus intéressant à ce moment-là. Là, pour le coup, je sais pas. Le même jour, nous avons The Son, le nouveau film de Florian Zeller qui avait réalisé The Father. Et donc je m'attends à ce que le troisième film soit The Holy Ghost, ou The Holy Spirit, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais a priori il s'appelle pas comme ça, je crois qu'il a déjà prévu son troisième film, il s'appelle pas The Holy Spirit ou The Holy Ghost. Mais le nom me fait marrer. Comme The Father était un très bon film et qu'il était dans mes tops, je suis curieux de voir ce que va donner The Son. Et puis nous avons la même semaine un film qui s'appelle La Syndicaliste. Et je m'attendais à ce que ce soit un truc ultra politique, etc. Plus ou moins, mais c'est surtout une question de lanceur d'alerte, en fait. C'est sur une nana qui bossait pour Areva. Ça peut être intéressant au niveau du thème, c'est un peu comme Goliath qui est sorti cette année, un peu comme Dark Waters qui est sorti l'année d'avant, sur les entreprises qui polluent et qui font des choses moralement répréhensibles par rapport à la population générale sans aucun problème. Le truc, c'est que j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air très mou du cul. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner, mais sur le principe, sur le thème, c'est intéressant. Le 8 mars, on a une palanquée de films intéressants qui sortent, c'est parce que c'est mon anniversaire, pas la semaine d'après, mais... Nous avons d'abord le retour de Darren Aronofsky et de Brendan Fraser, l'acteur de La Momie, dans The Whale. J'ai entendu énormément de critiques par rapport au fait que donc c'est un film sur un personnage obèse, et il y a un costume de gros, et il y a évidemment tout un tas de critiques sur oh là là, on va dire que les gros c'est des nuls et c'est des machins, etc. J'ai regardé le trailer, c'est pas lui le sujet du film en fait. Je pensais que les gens disaient ça parce que du coup le sujet du film c'était lui qui voulait essayer de perdre du poids, essayer de reprendre, etc. Mais en fait c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que lui, gros, essaye d'aider quelqu'un d'autre en fait. C'est pas lui qui a besoin d'aide, il essaye d'aider quelqu'un d'autre. Donc je comprends pas pourquoi il y a ce délire sur oh là là, comment est-ce qu'on représente les gros, etc. Enfin bon bref. Le même jour on a Mon Crime, le nouveau François Ozon, qui celui-ci pour le coup m'intéresse. On revient un petit peu à un côté un peu... légèrement vaudeville, théâtral en fait, surtout, peut-être un mélange de vaudeville et de boulevard, avec toute une histoire autour d'une nana qui aurait commis un crime, et ça a l'air d'être plus ou moins une enquête, enfin je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais quand tu regardes la bande-annonce, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air assez fun, divertissant, les décors ont l'air assez intéressants, les acteurs ont l'air tous assez bons. Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Notre crime serait d'être des hommes. Laissez-moi rire. Mon Dieu, ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous? Je lui dois ma fortune. Donc pour le coup celui-là il pourrait être potentiellement fun et sympa à regarder, un peu à la 8 femmes ou à la Potiche, qui sont les deux films qu'ils utilisent pour la promo. Et c'est vrai qu'effectivement si c'est dans ce style-là,
il y a moyen que ça puisse être intéressant, ça m'intéresse un peu plus que le mélodrame indépendant, fauché, tout le bordel, enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Même jour, nous aurons la sortie de Scream 6, qui vient donc se déplacer à New York, je crois, pour celui-ci, avec un tueur qui apparemment déroge à toutes les règles, puisque par exemple il n'utilise pas qu'un couteau, on a vu l'abondance, là il utilise aussi un flingue à un moment. Donc ils essayent de rajouter du challenge au truc, ce qui va être compliqué parce que Sydney n'est plus dedans, du coup, comment elle s'appelle déjà l'actrice, Neve Campbell, je crois que c'est ça. Elle a refusé de revenir dans celui-ci, donc ils sont juste avec Courtney Cox. La saga Scream, j'ai jamais réussi à rentrer dedans en fait. Tout le monde me dit que je devrais être dedans parce que ça parle de films d'horreur, etc. Mais en fait ça parle du style de film d'horreur que j'aime pas spécialement. Les slashers par exemple c'est un truc qui m'a jamais intéressé, mais vraiment jamais. Il y a très peu que j'ai regardé, il y a très peu que j'ai apprécié, il faut vraiment qu'ils aillent dans un gros délire genre Jason X, que ce soit vraiment plus drôle qu'autre chose pour que je rentre dedans. Donc c'est vrai que de base c'est pas une saga qui m'attire, j'ai vu le 5 qui va être dans les rattrapages, là vous aurez mon avis dessus, mais pareil encore une fois pas chamboulé par le truc. Donc voilà, pour moi je m'en fous un petit peu, mais pour vous peut-être que ça vous intéressera. Nous avons un film français ambitieux qui va sortir, qui s'appelle En plein feu, qui se déroule pendant un grand incendie de forêt. Je sais plus exactement où ça se passe, mais je crois que c'est un endroit où il y a eu des incendies de forêt récemment. Et ce sera grosso modo notre Volcano ou Pic de Dante français, en fait. Apparemment c'est un groupe d'humains qui vont essayer d'échapper au feu. Et donc ça peut être potentiellement pas mal. Il y a un film qui a l'air un peu intriguant, qui est un thriller franco-suisse, quand même étonnant, qui s'appelle Seul, et qui a Asia Argento dans le rôle principal et Jeanne Balibar dans le rôle secondaire. Rien que pour ça peut être intéressant. Le 15 mars, nous avons 65, La Terre d'avant, avec Adam Driver. C'est un film de science-fiction qui se déroule 65 millions d'années plus tôt. Ce sont donc des humains qui débarquent sur la Terre à l'époque des dinosaures, et qui doivent survivre avec cette époque-là. Le film pourrait être potentiellement intéressant, mais apparemment il est très petit budget, donc je sais pas ce qu'ils vont réussir à faire avec des dinosaures à ce moment-là. À surveiller éventuellement, mais je sais pas trop si ça va être bon. Il y a un film dont tout le monde parle, et je comprends pas parce que j'aime pas le sujet, ça me paraît complètement con, ça s'appelle Cocaine Bear. L'histoire, c'est que il y a un ours qui tombe dans un énorme chargement de cocaïne, je sais plus si c'est de mafieux ou de flics qui veulent faire détruire le truc, dans ce genre-là. Et du coup, l'ours est complètement shooté à la cocaïne et il devient ultra violent et voilà, se met à faire un carnage. Je vois même pas ce qu'il y a de si fun et attirant dans cette idée-là en fait. Un ours déjà de base c'est violent et c'est dangereux, etc. Alors la cocaïne, je sais pas ce que ça rajoute en plus. Le 22 mars, nous avons un des films que j'attends le plus de l'année prochaine, John Wick 4. Vous pouvez aller voir ma réaction à la bande-annonce, visuellement ça va être un bonbon, et rien que pour ça je vais absolument aller le voir. De toute façon l'histoire, c'est pas le plus important d'un John Wick, mais même s'il est très, très, très sympa, et j'adore tout le lore qu'il développe, l'univers autour avec le truc des tueurs, etc. Mais juste visuellement c'est toujours un bonbon, au niveau de la cascade c'est super bien foutu, et donc voilà, j'attends très impatiemment John Wick 4. Le 29 mars nous aurons Shazam 2. On verra bien ce que ça vaut. Moi j'ai bien aimé le premier Shazam, honnêtement, je crois que ça passait plutôt bien. Donc le 2, il pourrait que ça passe bien, mais justement c'est le début de ces films de DC qui sortent et tu te dis mais pourquoi quoi, ça n'existe plus, ça n'existera plus ce truc, on va le rebooter normalement. Ensuite, le 5 avril, nous avons le film d'animation Super Mario Bros. Avec Chris Pratt en version américaine pour la voix originale qui ne fait pas du tout une voix de Mario et du coup ça fait un scandale monstrueux là-bas. I got this. No problem. Et c'est vrai que sa voix de Mario, enfin si c'est une voix de Mario, elle est vraiment faiblarde. D'un autre côté, je me dis, il a sans doute voulu éviter qu'on le fasse chier parce que même en étant blanc, faire un accent italien alors que t'es pas italien, il s'est dit on va me tomber sur la gueule quoi. Mais c'est sûr que visuellement, enfin auditivement plutôt, ça fait un peu nul. La même semaine, nous avons le projet prestige français de l'année, la première partie, puisque c'est en 2 parties, du film Les Trois Mousquetaires. Nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas, scénarisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui sont 2 très bons auteurs français, notamment de pièces de théâtre aussi, mais de films, ils ont fait Le Prénom, qui était très très bon. Au début du Covid, j'avais fait une critique en disant que j'attendais impatiemment mais d'ailleurs, il l'a fait, le film de Danny Boone avec un confinement, quoi, un truc dans ce genre-là. Et en fait, Alexandre de la Patelière, je crois, était venu me voir, enfin me répondre, honnêtement, je pense que le confinement, ça va nous donner envie de nous dépasser, d'inviter au voyage, de donner des trucs, etc. Il m'avait un discours très positif, du coup.
Et il débarque avec les 3 mousquetaires, quoi. Moi, je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi est-ce que, quand on essaye de faire un truc ambitieux dans le cinéma français, on va forcément chercher dans le passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune vision d'avenir dans les récits français, bordel? C'est très particulier, quand même, comme façon de concevoir nos récits, notre cinéma, etc. On est incapable d'avoir de l'ambition si on regarde pas dans notre passé. Genre, on pourra jamais rien faire d'intéressant et d'ambitieux, quelque chose, enfin, je sais pas, c'est particulier, quoi. Donc moi, j'en ai marre des films de KPDP, des trucs dans ce genre-là, donc, et puis Les 3 Mousquetaires, c'est une histoire qui m'a jamais intéressé. Mais vraiment jamais, quoi. Quand j'étais tout petit, le dessin animé Albert le 5e mousquetaire, éventuellement, quoi, parce que... Il se nomme Albert, Albert le 5e mousquetaire. Même ça, c'était parce que ça occupait le temps d'une après-midi, quoi, pendant 20 minutes, mais sinon, enfin, Les 3 Mousquetaires, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Donc, voilà, c'est la première partie avec D'Artagnan qui sort le 5 avril, et on aura l'autre partie plus tard en décembre, je crois, je dirais un peu après. Et le même jour, nous avons en salle, alors là, pour le coup, c'est un film qui est beaucoup plus quelconque, quelque part, mais il y a un chat, donc du coup, je suis à fond dedans, ça s'appelle Mon chat et moi, la grande aventure de Roux. Je pense que ça s'écrit comme ça, se prononce comme ça, le bruit du chat. C'est une petite fille qui découvre un chat et elle va essayer, je sais pas quoi, de le sauver, un truc dans ce genre-là, ou elle va explorer les montagnes, je sais pas trop quoi avec son chat. J'ai même pas retenu vraiment l'histoire, mais juste il y a un film avec un chat, donc ça m'intéresse. Ce sera mon Belle et Sébastien à moi. J'ai toujours pas vu un Belle et Sébastien, mais le film avec le chat, moi j'irai le voir. Surtout un chat qui s'appelle Roux. J'aime bien le truc. Le 12 avril, nous avons Donjons et Dragons, la nouvelle version qui débarque avec Chris Pine dans le rôle principal, qui a l'air d'avoir eu beaucoup plus de budget que la première adaptation. C'est peut-être pas une question de budget, surtout que la première adaptation est sortie dans les années 90, quand les effets spéciaux n'étaient pas encore bien élaborés, bien au point. On crée les bases et les règles de ce domaine du cinéma. Donc c'était peut-être pour ça aussi qu'il était mauvais, mais scénaristiquement il était pas bon non plus. Ce Profion, il s'appelait le méchant, je crois. Il y a un moment où il disait un truc dans le genre là avec sa main, enfin, c'était très particulier. Good. I can use every ounce of your rage. Celui-ci a l'air d'être un petit peu plus respectueux du matériau d'origine, tout en étant dans un côté un peu délirant, un peu Guardian of the Galaxy, un truc dans le genre là. On sait jamais, ça peut être intéressant, mais alors c'est pas du tout le genre de truc qui m'attire. Et le même jour, nous avons Suzume, qui est un film d'animation japonais, dont beaucoup de gens ont parlé en fin d'année dernière, sans savoir qu'il sortait plus tard dans l'année du coup chez nous l'année prochaine. C'est une nana qui ouvre une porte, et apparemment ça ouvre tout un tas de portes partout dans le monde, qui sont des ouvertures sur le temps, et des machins dans le genre là, enfin j'ai pas même pas compris le résumé de l'histoire, la bande-annonce passe un peu rapidement sur le truc avec une espèce de J-pop derrière pour noyer les dialogues, c'est très classique dans les bandes-annonces japonaises. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ce film-là qui me proposait de le rattraper cette année, alors, qui n'était pas sorti en France cette année, mais du coup, voilà, si tout le monde dit que ça a l'air génial, peut-être que c'est génial. Le 19 avril, nous avons Evil Dead Rise, qui est, je crois, une suite du remake qui avait été fait en 2013 et qui m'avait fait péter un scandale. Ce n'est pas ça un film d'horreur, merde. Bon, je l'admets un petit peu maintenant avec le recul, quelques années de plus. J'avais une définition un peu réduite de ce que voulait dire un film d'horreur. Il y a plusieurs styles dans l'horreur. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé que le torture porn n'était pas intéressant en tant que sujet d'horreur parce que c'était trop basique et in your face en fait. Ça fait un peu trop barbac de base. Mais donc voilà, il y a une suite au remake de Evil Dead qui va sortir, donc si vous avez aimé le premier, peut-être que la suite vous plaira. Moi je pense que je ferai 100. D'autant que le même jour, nous avons je ne savais même pas que ça existait, que c'était un projet. Je l'ai découvert là en faisant cette liste. Le 19 avril également, nous avons Dogman, nouveau film de Luc Besson. C'est le premier projet qu'il a tourné depuis son procès pour agression sexuelle, duquel il a été acquitté, il me semble. Peut-être qu'il y a eu un non-lieu, mais il me semble qu'il a été acquitté. C'est donc, a priori très logique, désolé pour la pause, j'essaie de voir comment formuler le truc, c'est donc a priori très logique que ce soit son premier film qui ne soit pas sur une femme. Alors déjà c'est particulier, c'est clairement une évolution qui est amenée par ses problèmes légaux et les différentes accusations qu'il peut y avoir. Ça ne s'est quasi jamais produit, on va dire que Malavita éventuellement n'était pas vraiment sur une femme. Donc voilà, ça peut être intéressant cinématographiquement parlant, mais c'est causé par quelque chose de judiciairement et moralement particulièrement dégueulasse. En termes de cinéma, ça m'intrigue. Le 26 avril, nous avons un film qui s'appelle Bonne Conduite.
film réalisé par Jonathan Barré, qui est le mec qui bosse beaucoup avec le Palma Show, qui a fait leurs 2 premiers films. Donc c'était le film sur la guerre mondiale, je sais plus comment ça s'appelait, et puis Les Vedettes qui est sorti cette année, enfin 2022. Et il revient alors avec le Palma Show dans le casting, mais c'est pas eux les personnages principaux. Il revient avec un film où c'est une autre nana qui est le personnage principal, et elle est serial killeuse de chauffard. Donc elle assassine de tous les gens qui sont connus pour des excès de vitesse et des trucs dans ce genre-là, pour a priori améliorer le trafic routier ou un truc dans ce genre. Ça peut être potentiellement plutôt pas mal, Jonathan Barré s'en sort plutôt pas mal, grosso modo, avec la réalisation, et peut-être qu'un autre style de scénario pourrait être intéressant. Je sais pas si c'est le Palma Show qui a écrit le scénario, mais je sais pas trop. Potentiellement, bonne conduite pourrait être intéressant. Et nous devrions avoir normalement le 26 avril également Mad God, j'ai failli dire Mad Dog, je savais, qui est le film d'animation stop motion réalisé par Phil Tippett. Phil Tippett, c'est LE boss de l'animation stop motion, c'est lui qui a bossé sur les Jurassic Park, à la base sur le stop motion, mais qui a aidé à développer l'animation 3D ensuite. Et à ce moment-là, quand il était sur Jurassic Park, il avait commencé à bosser sur une trilogie, je crois, qui s'appelle donc la trilogie Mad God, et il l'avait mise en suspens à ce moment-là. Il avait commencé à tourner des scènes mais il l'avait mis en suspens, et il y est revenu maintenant pour sortir du coup son propre long métrage d'animation stop motion. Ça peut donc être très intéressant parce que c'est un des mecs particulièrement connus de ce truc-là. Donc je sais pas ce que ça peut donner au niveau histoire, mais niveau animation, ça sera intéressant. Le 3 mai, nous avons Les Gardiens de la Galaxie 3. Pas besoin d'élaborer sur le truc, moi je l'attends pas du tout. Ça va être fun par contre de voir James Gunn faire la promo d'un film Marvel alors qu'il est à la tête de DC. Ce paradoxe absolu, quoi. Le 17 mai, nous avons Fast X, qui est donc Fast and Furious 10. Le film, j'en ai jamais vu un seul, et je vais pas commencer avec le 10. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas, ces histoires de bagnole à la con, là. Le 24 mai, nous avons le remake live-action Disney de La Petite Sirène, qui va sortir, avec donc une Ariel qui n'a pas sa couleur de peau originale de l'animé, et on s'en bat les couilles. Je comprends le principe de base, c'est vrai que c'est pas logique, si tu vis au fond de l'océan, tu peux pas recevoir assez de lumière pour avoir de la mélanine qui se développe autant sur ça. Mais c'est une fable, quoi. C'est le genre de truc que je peux accepter, plus que de nous faire un portrait de la France du XVIIe siècle, qui est complètement mixte comme les peuples d'aujourd'hui, quoi. J'accepte plus la sirène, qui est un être complètement mystique, avec une couleur de peau différente, que nous montrer la France, qui est un endroit qui existe pour de vrai à une certaine époque, et lui mettre une population qui est pas cohérente. Donc moi, La Petite Sirène, je m'en bats les couilles de sa couleur de peau. Est-ce que c'est un film que j'aime bien, La Petite Sirène ? J'y suis tout à fait indifférent, à vrai dire. Il y a Ursula qui est fun, parce que c'est un personnage camp, mais en dehors de ça, qu'est-ce que je m'en branle de La Petite Sirène, personnellement. Le 31 mai, nous aurons Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la première partie des suites des films d'animation Spider-Man, avec donc le Spider-Man Into the Spider-Verse qui était sorti il y a quelques années maintenant et qui avait gagné un Oscar, à la surprise générale. Donc la suite peut être potentiellement pas mal du tout. Et il y a aussi un film qui va sortir avec Nicolas Cage et Nicholas Hoult qui s'appelle Renfield, qui est un film où donc Nicolas Cage joue Dracula. Ce qui en soi peut être fun. Maintenant, des films de Nicolas Cage avec des bons pitch, mais qui se retrouvent être mauvais, j'en ai vu un paquet. Donc, on verra bien. Le 7 juin, nous avons Transformers Rise of the Beasts. Ils essayent toujours de faire fonctionner la saga Transformers sans Michael Bay, et ça m'intéresse toujours aussi peu. Là, du coup, on passe aux Transformers qui se transforment en animaux de la jungle en temps normal. C'est beaucoup moins fun que ce qu'il y avait dans le 4 avec des dinosaures Transformers, quoi. C'est un Transformers T-Rex, il y a quelque chose de fondamentalement classe dans le truc. Un Transformers gorille, surtout si c'est pas un truc à la Power Rangers par exemple, où tu peux ensuite les assembler pour créer un super Megazord géant, un truc dans ce genre là. Si c'est juste que le robot a une gueule de babouin ou une gueule de léopard ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, enfin, je m'en branle un petit peu. Pour moi ça rajoute rien de spécial au niveau du Transformers en fait. Les dinosaures rajoutaient quelque chose d'assez différent, il y avait un comportement qui était différent, t'avais ceux qui ressemblaient au Triceratops qui pouvait faire une sorte de tank, t'avais le T-Rex qui était bipède mais qui pouvait aller assez rapidement, beaucoup plus vite que d'autres Transformers, etc. Et qui pouvait cracher du feu aussi, enfin, ce qui est pas un truc de T-Rex mais ce qui était fun. Là, du coup avec juste leur mettre une forme d'animaux, ça m'intéresse beaucoup moins, quoi. Ensuite, le 14 juin, nous avons The Flash. Et là, honnêtement, c'est assez incompréhensible de comprendre comment ce film peut encore sortir, étant donné tout ce qui est arrivé à Ezra Miller ces derniers temps, parce que... avec tout ce qui s'est tapé sur la gueule, tout ce dont on l'a accusé, et tout ce qui a été révélé sur lui quand il a pété son câble, là, dernièrement,
Faut espérer qu'il ait une très très bonne excuse, quoi. A priori, j'ai cru entendre, alors je suis pas sûr du tout, mais j'ai cru entendre qu'il y avait eu un suicide parmi ses proches récemment, ou une mort en tout cas parmi ses proches, peut-être pas par suicide, et que ça l'avait profondément atteint, et du coup il a pété un câble à cause de ça. C'est possible, mais il a fait des grosses conneries quand même pour un mec. Et en dehors de ça, apparemment il a une espèce de culte ou un truc dans ce genre-là, bon, bref. C'est un peu particulier. C'est ultra ironique d'ailleurs quand tu sais que The Flash apparemment est sur les troubles mentaux. C'est sur les personnes qui ont des troubles particuliers psychiques et mentaux à traiter, donc voilà, c'est particulier. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est que beaucoup de gens ont dit que The Flash allait servir à faire le reboot du DCEU, c'est qu'en gros, il allait changer un truc dans le passé et que ça allait changer du coup toute l'apparence de tous les personnages et tous les trucs, et ça allait permettre de faire tout le reboot complet, quoi. Sauf qu'il y a d'autres films d'ici qui vont sortir après celui-là. Donc c'est pas logique. Si c'est celui-ci qui reboot tout, parce que c'est le seul qui peut se le permettre, Flash, c'est le mec qui va à fond la caisse dans le passé et qui peut du coup changer le passé s'il en a envie, donc et ça a déjà été fait, ça s'appelle Flashpoint du coup comme truc. Donc, si c'est pas Flash qui modifie tout le truc, pourquoi est-ce que tu le sors au milieu de l'année alors que t'as encore Aquaman derrière, quoi? Et d'autres trucs, y a Blue Beetle qui va débarquer là. Ça m'a marqué parce que j'entends des gens parler de ce truc et je me dis mais c'est quoi Blue Beetle? Enfin pour moi c'était genre, je crois que c'était un personnage comique de Fox Kids ou un truc dans ce genre là, enfin un dessin animé avec un personnage bleu. Pour moi c'est ça Blue Beetle, quoi. Donc j'arrive pas à comprendre ce que c'est que ce personnage, j'en ai jamais entendu parler, ça me fascine. La même semaine que The Flash, il y a un film qui s'appelle Magnifica qui va sortir, qui est un film auteur indépendant, mais j'aime beaucoup l'histoire de base, c'est qu'il y a un prêtre qui meurt, et à sa mort, on réalise qu'en fait depuis le début c'était une femme. Et du coup, tous les paroissiens sont ultra choqués, l'église comprend pas comment est-ce qu'elle a pu se faire avoir pendant toute la vie de cette femme, du coup, etc. Enfin, c'est intéressant comme scénario, comme pitch de base, donc voilà, celui-ci ça pourrait être cool. Le 21 juin, nous avons le Pixar de l'année qui s'appelle Élémentaire, et ça a l'air nul à chier. Moi, je suis désolé, hein, mais les Pixar, ça fait grosso modo depuis Inside Out, que j'en ai pas vu un intéressant. Genre vraiment, ils ont atteint leur pic à Inside Out et ensuite ça s'est cassé la gueule, parce que tout ce qui en sorti ensuite, je m'en fous complètement, quoi. Soul notamment, enfin je n'ai aucun souvenir de Soul, quoi. Qui se souvient encore de Soul aujourd'hui, quoi? Est-ce que vous vous souvenez d'un événement particulier du film ou un truc dans ce genre-là? Parce que tout le monde en a parlé quand il est sorti, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié maintenant, quoi. Donc voilà, on verra bien ce que ça vaut. C'est un mec de feu et une nana d'eau qui se rencontrent, ou c'est l'inverse, la nana de feu et le mec d'eau, et puis du coup ils sont pas compatibles, mais ils vont quand même trouver un moyen d'être compatibles. Enfin, ils avaient tout un message sur l'appréciation, la tolérance, la vie en société, tout le bordel, sans doute. Mais ça m'attire pas du tout. Et nous aurons le même jour, le 21 juin, le nouveau Wes Anderson qui s'appelle Asteroid City. Le 28 juin, nous avons Indiana Jones and the Bud Dial of Destiny. J'adore le titre original de ce truc. C'est The Dial of Destiny, qui en français se traduit par le cadran de la destinée. Il y a un truc qui s'appelle le butt dial. Le butt dial, c'est quand vous avez le portable qui est dans votre poche arrière et votre cul appuie sur le truc et vous fait appeler des gens sans que vous ayez rien demandé. Vous savez, quand vous sortez votre portable et d'un seul coup, quoi, mais j'ai appelé 17 personnes là dans les 20 dernières secondes avec un appel de 53 minutes, mais comment ça se fait, etc. C'est simplement parce que ton portable a touché ton cul. Donc moi, en fait, j'appelle ce film The Butt Dial of Destiny. Et j'ai l'impression qu'au niveau du scénario, ça va faire hurler absolument tous les fans de Indiana Jones, plus encore que le 4, parce que il semblerait, hein, c'est des rumeurs, il semblerait que le but soit de remplacer Indiana Jones. En fait, il mourrait dans ce film-là et il se fera remplacer par une autre nana. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est que des leaks et des rumeurs. Si ça se trouve, c'est des mecs d'extrême droite, vous savez, les gros énervés là qui gueulent à chaque fois ce genre de trucs en disant « Mais comment est-ce qu'on ose, machin, etc. » Peut-être que c'est eux qui diffusent ce genre de trucs, mais c'est vrai que de base, quand tu connais Disney, quand tu vois quand tu connais Kathleen Kennedy, ça fait peu de secrets, quoi, ce qu'ils pourraient faire avec ce film. Ensuite, le même jour, nous avons Les Trois Vengeances de Maître Moutifar, je crois que c'est comme ça s'appelle. C'est réalisé par Pierre-François Martin-Laval, qui est un ancien des Robins des Bois, donc là d'où vient Marina Foïs par exemple, Jean-Paul Rouve, etc. Et c'est une histoire d'un ancien instituteur qui, maintenant qu'il est à la retraite, va se venger de 3 cancres qui l'ont fait chier pendant toute sa carrière, les pires de sa carrière par exemple. Donc potentiellement ça peut être fun. C'est de la petite comédie française, mais ça peut être fun. Le 5 juillet, nous aurons Insidious 5, un nouveau volet de cette saga d'horreur qui se déroule 10 ans après le précédent. Pour moi, le dernier volet était pas de très très bonne qualité, là, le 4, mais peut-être que le 5 pourrait être intéressant. Le 12 juillet, nous avons le premier volet des 2 Mission Impossible Dead Reckoning, puisque donc on a 2 Missions Impossibles qui sont en train de tourner maintenant, avec Tom Cruise qui est en train de
tout péter manifestement au niveau cascade, avec en plus le boost fourni par Top Gun Maverick, qui motive plus les producteurs et puis qui va peut-être encourager les spectateurs à aller voir le film en salle. Donc ça va être a priori un gros film, Mission Impossible Dead Reckoning. Le 19 juillet, on a le fight du cinéma blockbuster auteur. On a en même temps Barbie, donc une adaptation de l'univers et de la vie de Barbie avec... merde, comment elle s'appelle? Harley Quinn, là. L'actrice. Margot Robbie, qui joue donc le rôle de Barbie. Il y a... Ryan Gosling, qui joue Ken. On sait pas encore ce que ça vaut, mais la bande-annonce est sortie. La bande-annonce, c'est une parodie de 2000 ans l'Odyssée de l'espace, donc vous savez que moi déjà, ça va un petit peu gagner. Et puis, il sera opposé au nouveau Christopher Nolan, et c'est pour ça que c'est drôle qu'il soit en conflit, parce que Barbie est fait par Warner, je crois. Nolan s'est barré de Warner pour aller faire Oppenheimer chez quelqu'un d'autre. Donc c'est Oppenheimer, son film sur la création de la bombe atomique, qui sortira en même temps en face de Barbie. Donc ce sera un peu le conflit entre testostérone et oestrogène. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi ce 19 juillet. Le 26 juillet, nous avons The Marvels, qui est donc grosso modo la suite de Captain Marvel, mais ça s'appelle plus Captain Marvel 2 parce qu'ils ont vu que Captain Marvel elle avait pas plu à grand monde, et parce que Brie Larson elle est pas très douée en relations publiques, et ils ont ajouté du coup Monica Rambeau, qui est donc la nana qui a obtenu ses pouvoirs dans WandaVision, et Miss Marvel du coup qui vient d'arriver dans sa propre série cette année, Kamala Khan, et qui va donc rejoindre également ce clan donc des Marvels. Et a priori, comme pour la phase 4, c'est un film qui serait plutôt audacieux par rapport au style habituel de Marvel. Il semblerait qu'il y ait des passages de comédie musicale. Et étant donné les origines de Kamala Khan, qui vient de Pakistan mais à la base d'Inde également, il y a peut-être une raison à ce que ça se fasse. Donc peut-être que ça pourrait être un film intéressant de Marvels par rapport au Marvel habituel, mais c'est aussi potentiellement un des Marvel qui a le plus de chances de se casser la gueule, puisque encore une fois, quand un Marvel est audacieux, ça plaît pas au public. Le public, il aime bien avoir son fast-food de base. Le 2 août, nous avons The Meg 2, donc c'était The Meg 1, c'était une sorte de successeur spirituel à Jaws, Les Dents de la Mer. Jaws a lancé le blockbuster de base, et Meg c'était le blockbuster tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait pas juste un requin, il faut qu'on fasse un mégalodon, le requin gigantesque qui vient du Crétacé ou je ne sais plus quelle période. Et donc ils en ont fait une suite, parce qu'a priori il doit y avoir 2 mégalodons, et donc voilà. Ça me branche. Le premier était déjà un petit peu fun, donc ça me branche. Le 9 août, il y a le projet qui m'a surpris, parce que honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Des projets d'adaptation de jeux vidéo en film, il y en a un paquet qui traînent pendant des années. Généralement, je les entends passer. L'adaptation en film de Gran Turismo, je n'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Et ça m'a d'autant plus surpris que le film est déjà tourné, qui va sortir là, donc le 9 août, et qui est réalisé par Neil Blomkamp. Le mec qui a réalisé District 9, qui a réalisé Chappie, qui a réalisé Elysium, qui a réalisé Demonic aussi, qui avait plu à pas grand monde, mais moi je l'avais trouvé intéressant en termes d'exploration du langage visuel et cinématographique offert par le jeu vidéo. Il y a tout un tas et les technologies en général, il y a tout un tas de plans et de visuels dans Demonic qui sont fondamentalement inspirés de ce que des rendus permis par le jeu vidéo, et en fait c'est vraiment le truc qui a toujours fasciné Neil Blomkamp. Au-delà de la question des riches et des pauvres, qui est souvent du coup son thème, et de l'apartheid qui vient d'Afrique du Sud, c'est un sujet qui le marque. Son truc de base, ça a toujours été de s'inspirer des jeux vidéo. Tu regardes District 9, les flingues ils ressemblaient tous à Halo, tu regardes Elysium, c'est un peu la même chose. Et là, dans Gran Turismo, clairement, bon alors, les riches et les pauvres probablement pas, mais clairement, il a fait tout ce qu'il a pu pour reproduire les visuels de Gran Turismo, notamment comment mettre la caméra derrière la bagnole pour suivre certains virages, certains plans, certains trucs dans ce genre-là. Et franchement, ça a l'air ultra bluffant visuellement. Moi qui suis pas fan de bagnole en général, là pour le coup, je me dis, ça ressemble tellement aux images que j'ai vues dans Gran Turismo depuis des années. On peut dire que grosso modo depuis la PS3 et le 5, on a vu des visuels comme ça, quoi, de photoréalistes. Donc là pour le coup ça m'attire un peu plus, enfin de voir ce que Neil Blomkamp va réussir à faire, et l'histoire apparemment est inspirée d'une histoire réelle d'un mec qui était extrêmement doué sur Gran Turismo et qui a réussi à devenir pilote de course véritablement dans la vraie vie, quoi, grâce à Gran Turismo. Donc c'est intéressant pour adapter le film Gran Turismo, parce que tu dis Gran Turismo, il n'y a pas vraiment d'histoire à la base, mais du coup une histoire qui est inspirée par le jeu lui-même, c'est intéressant du coup en film. Donc
Ça m'intéresse, ça m'intrigue le Gran Turismo de Neil Blomkamp. La même semaine sortira la nouvelle version de La Maison Hantée, de Haunted Mansion, film adapté d'une attraction de Disney, tout comme ils avaient fait ça pour Les Pirates des Caraïbes, pour... ils avaient fait quoi d'autre encore? Jungle Cruise. Ils avaient déjà adapté une première fois La Maison Hantée avec Eddie Murphy, il me semble, dans le rôle principal, et le film était pas génial. Le 16 août, nous avons donc Blue Beetle. Qui a déjà entendu parler de ce truc? Pourquoi est-ce qu'on fait un film sur ce truc-là? Pourquoi est-ce que c'est intégré au DCEU global, etc. Est-ce que c'est vraiment un personnage si important que ça? C'était pas plus important de faire Green Lantern plutôt que Blue Beetle? Bordel! Et en plus, on sait du coup même pas ce que ça va donner ce projet, donc voilà, c'est le projet absurde de l'été. Ensuite, ça devient beaucoup plus calme, parce que du coup c'est la fin des vacances d'été, les gens vont revenir de vacances, etc. Et puis bon, on va laisser 2 semaines pour que tout ce qui est sorti là depuis... Parce que, grosso modo, depuis le 24 mai... Le 17 mai, depuis le 3 mai, le 3 mai, ça s'est pas arrêté. Entre le 3 mai et le 16 août, il y a tous les gros blockbusters, Gardiens de la Galaxie, Fast 10, La Petite Sirène, le Spider-Man, le Transformers, le Flash, le nouveau Pixar, le Indiana Jones, le Mission Impossible, le Barbie, le Oppenheimer, Marvels, The Meg, Gran Turismo. Ça fait du bon été quoi, donc du coup on aura bien besoin de 2 semaines pour essayer de digérer. Et donc, on voit pas de nouveaux films vraiment intéressants avant le 13 septembre. Nous avons la suite de La Nonne, qui était un des plus mauvais films de ce Cinematic Universe autour de Conjuring, il me semble, et des époux Warren. Le premier, La Nonne, il était nul à chier, c'était vraiment pas intéressant du tout, et donc le 2, j'en entends pas grand chose. Ils ont sorti La Llorona, donc l'histoire, la veuve blanche au bord de la route, ou je sais pas trop quoi, qui était pas bon non plus, des retours que j'ai eu, mais moi je l'ai pas vu. Je sais pas ce que ça donne maintenant, cette histoire, ce Cinematic Universe là, donc on verra bien, mais bon. On a un nouveau film de Thomas Lilti, qui donc se concentre sur les métiers liés à la médecine. Il a fait notamment les étudiants en médecine, les médecins de campagne ensuite. Et là, il arrive avec un nouveau film, il n'y a pas de résumé pour l'instant, et ça s'appelle Un métier sérieux. Point. Et du coup, je sais pas de quoi il va parler en fait. Je sais vraiment pas quel va être le sujet de ce film. Avec un titre pareil, et étant donné le métier que je fais, je me demande est-ce que c'est un truc par rapport aux youtubeurs, parce que c'est toujours le truc qu'on nous dit, c'est ouais, le jour où on fera un métier sérieux, etc., etc. Ça a toujours été la blague qu'on faisait un métier pas sérieux, ou que c'était pas que c'était un vrai métier, etc. Donc peut-être que c'est sur nous, mais apparemment c'est genre une compile de ce qu'il a fait avant, parce qu'il y a Vincent Lacoste qui revient et François Cluzet, c'était les 2 personnages de ses premiers films, première année, et puis le médecin de campagne. Donc voilà, je sais pas de quoi ça va parler, mais je suis toujours ce que fait Thomas Lilti. Et puis nous aurons le 13 septembre le 2e film de Guillaume Niclou de cette année. Je veux dire qu'en fait, ce genre de réalisateur, je sais pas pourquoi. Son nom de famille me fait toujours marrer. À chaque fois, je pense Guillaume Niclou Nivis. Bon bref, il sort un autre film qui s'appelle La Petite. Et qui est une histoire qui m'intéresse parce que, par rapport à ce que ça raconte socialement, c'est en fait une histoire d'un père dont le fils est en couple avec un autre mec, donc un couple homosexuel, et ils vont faire appel à une mère porteuse pour avoir une enfant. Le problème, c'est que ils meurent tous les deux dans un accident de voiture avant que leur bébé naisse. Et du coup, toute la question, c'est est-ce que le père d'un des 2 membres du couple peut récupérer l'enfant, puisque légalement, il lui appartient pas du tout cet enfant-là, quoi. C'est pas l'enfant il avait pas encore été adopté par son fils avant qu'il ne meure. Il n'est même pas encore né. Officiellement, je sais même pas si quelqu'un est reconnu en tant que père avant que le bébé naisse. Je crois pas. Hein. Donc du coup, il y a toute une question sur qu'est-ce qui va devenir ce bébé en fait du coup maintenant, quoi. Et donc ça me paraît intéressant comme sujet à traiter. Le 20 septembre, il y a un des films que j'attends vraiment beaucoup. Parce que c'est un petit peu comme La Brume, ça s'appelle Acide. C'est un film fantastique dans lequel, d'un seul coup, il se met à pleuvoir de la pluie acide sur toute la France, et genre vraiment acide, le truc qui dissout les trucs, qui tue les gens, etc., etc. Et on va suivre le personnage qui va accompagner sa fille, je crois, et essayer de la protéger, pendant que du coup le monde part en couille avec cette pluie acide qui nous tombe sur la gueule, quoi. Et en fait, avec ce sujet-là, je me suis dit, je sens venir que on va essayer de nous vendre du fantastique et qu'en fait, les personnages vont rester enfermés dans une grange pendant 1h30 à discuter de leur vie et de leur machin et de leurs désirs inachevés, de leur truc dans le genre, et qu'en fait on verrait jamais la pluie, un truc dans le genre là. Et en fait, dans mes contacts professionnels qui sont inclus dans le milieu, j'ai posé la question du coup et on m'a dit, promis juré,
c'est pas ça. Promis juré, ils bougent, ils se déplacent, ils ont des gros soucis avec la pluie, etc. Ça va être du vrai divertissement, quoi. Ça va pas juste être deux mecs posés dans une grange en train de discuter en jouant aux cartes pendant 3 heures. Donc, voilà, potentiellement, Acid, ça pourrait être pas mal du tout l'année prochaine. Et j'espère que ça sera bien en tout cas. Le 4 octobre, là aussi on saute quelques semaines, nous avons Kraven le Chasseur. Le film Sony qui se déroule dans l'univers étendu Spider-Man. Il prépare aussi Madame Web et des trucs dans ce genre-là. Et donc Kraven le Chasseur, c'est Aaron Taylor Johnson qui joue un personnage dont tout le monde se branle dans l'histoire de Spider-Man. Ça va nous faire un nouveau Morbius, ça va être extraordinaire. ça va être extraordinaire. Puis alors Aaron Taylor Johnson, c'est incroyable à quel point ce mec a pas de carrière, quoi. Il était très bon dans Kick-Ass, parce que il correspondait parfaitement au rôle, quoi. C'était un mec qui avait le look d'un mec lambda, et qui d'un seul coup se retrouvait à faire une histoire en principe de gros trucs, quoi. Mais le problème, c'est qu'il essaye maintenant de devenir un vrai acteur hollywoodien, et il se rend toujours pas compte qu'il a ni la gueule, ni le charisme, ni le talent, ni quoi que ce soit. Enfin, il est pas intéressant, Aaron Taylor Johnson. Donc, je comprends jamais pourquoi est-ce qu'il... Enfin, si, évidemment, il a envie de gagner de l'argent, mais je comprendrai jamais qu'on arrive encore à lui filer des rôles, et notamment un rôle principal dans un film comme ça en plus. Vous me direz, ça lui va très bien. Le personnage inconnu, etc. Ça lui va très bien. Le 11 octobre, nous avons le 4e film Expendables, et le même jour sort un film qui s'appelle... ils vont faire une trilogie de suites à l'Exorciste, pardon. Il y a déjà eu des suites à l'Exorciste, il y a l'Exorciste 2 et 3 je crois qui sont sortis, et puis il y en a peut-être même d'autres, mais plus non officiels. Et là en fait, ils ont apparemment une nouvelle trilogie de films qui prennent suite au premier film L'Exorciste. Pour en planifier une trilogie complète, c'est quand même qu'ils doivent avoir confiance dans ce qu'ils ont sous la main, donc je me dis peut-être que ça va être pas mal, quoi, mais bon, c'est pas non plus ouf, et je vous avoue que moi, L'Exorciste, alors c'est un film que j'apprécie, il est dans ma collection, il est là, mais c'est très très loin d'être un de mes films préférés, et sûrement pas un de mes films d'horreur préférés, quoi. Je suis beaucoup plus George Romero que William Friedkin, personnellement. Donc voilà, c'est bon. Le 18 octobre, nous avons un film d'horreur fantastique, alors je crois que pour l'instant il n'y a pas d'image ou quoi que ce soit, il y a juste un résumé. Un film d'horreur fantastique français qui se passe dans des mines en 1956. Il y a des mineurs qui se retrouvent enfermés par un coup de grisou ou par un problème quelconque. Et dans les mines, il y a une présence particulière et apparemment violente, etc. etc. Donc enfin, putain, on commence enfin à faire des films comme ça en France, bordel! Donc peut-être que Gueule Noire, ça pourrait être très 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 intéressant. Ça en plus, ça reste un peu français, mais il y a un côté, c'est Germinal transformé en film d'horreur, un truc dans ce genre-là. Ça se passe trop tard pour être Germinal, mais vous voyez dans l'idée, quoi, dans l'esprit. Donc voilà, ça peut être potentiellement intéressant. L'horreur fantastique en France et tout, ça peut être pas mal, quoi. Il y en a quelques-uns qui sont dans mes rattrapages que vous allez voir, au moins un. Le 25 octobre, il y a un 10e film Saw qui sort. Du coup, je crois qu'ils considèrent celui avec Chris Rock comme étant le 9e. Mais bon, et du coup, donc voilà, on a un Saw 10. Alors j'espère qu'il sera bien, parce que personnellement, moi, les derniers Saw, bof, quoi. Il s'appelait Jigsaw le dernier, non? Ça s'appelle pas Saw 9, donc du coup c'est bizarre, celui-là s'appelle Saw 10, mais bon, bref. Ensuite, nous avons 6 jours max, le même jour, le 25 octobre, qui est un film réalisé par Tarek Boudali, qui est donc un des membres de la bande à Fifi, qui font des films généralement plutôt audacieux et plutôt intéressants. Et j'ai bien aimé le résumé du film, c'est un mec dont la grand-mère est kidnappée par un cartel mexicain. Ce délire. Donc du coup, ça peut potentiellement être intéressant. Et Tarek Boudali, je l'ai vu dans Menteur cette année, qui sera aussi dans le rattrapage. Il était plutôt bon, donc voilà. Et en principe, ce jour-là, nous avons également un film qui s'appelle True Love, qui serait enfin, depuis du coup 2016, le nouveau film de Gareth Edwards, le mec qui a fait Rogue One, et qui a fait le premier Godzilla également, en 2014. Du Godzilla Cinematic Universe, pas le premier Godzilla tout court. Donc, moi, ça fait depuis Rogue One que j'attends qu'il fasse un autre film, et voilà quoi, enfin, il débarque quoi, et je crois que ça fait un bout de temps qu'il a ce projet, il a eu au moins 6 ans à le faire. Je comprends pas qu'un mec qui a fait 1,5 milliard mondial d'entrée avec Rogue One n'ait pas eu un projet beaucoup plus rapidement et n'ait pas croulé sous les propositions, quoi. Il y en a un qui a réussi à faire un projet qui marchait bien juste sur ses qualités propres, et on file même pas un contrat au mec, quoi. C'est avec toutes les rumeurs par rapport à l'écriture du scénario, personne qui aurait corrigé le truc, etc.
C'est toujours très compliqué de savoir qui a raison, qui a tort dans ces trucs-là, mais j'ai jamais compris pourquoi Gareth Edwards avait autant de mal à trouver du boulot. Je pense il doit pas aimer qu'on lui dise quoi faire. Ça doit être un mec qui aime bien faire son truc à lui, et ça plaît pas généralement. Le 1er novembre, nous aurons la suite de Dune. Moi, vous savez très bien que Dune, l'univers entier, je m'en fous complètement. C'est vrai que celui de Villeneuve, il est très impressionnant, très bien fait, mais je me branle de cette histoire, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point je m'en branle. Le 8 novembre, on a un biopic sur l'abbé Pierre qui va sortir, qui sera potentiellement intéressant. Le 15 novembre, on a un nouveau film Hunger Games, parce qu'ils ont décidé de faire une série de prequels à l'univers Hunger Games. Alors je sais pas vraiment si ça peut marcher, parce que Hunger Games, typiquement, c'est le genre de truc qui a marché parce que c'était la mode à un moment, c'était la romance jeune adulte au moment où Harry Potter avait lancé tout le délire d'adaptation jeune adulte. On a eu aussi Divergente qui arrivait, etc., etc. Et Divergente s'est complètement cassé la gueule au point de même pas finir l'adaptation de la saga en salle. Ils devaient la finir même à la télévision parce qu'ils avaient plus le budget pour le faire en salle, et même à la télé ils l'ont pas fini. Et c'est vrai que du coup tu te dis c'est un peu particulier, est-ce qu'il y a vraiment encore un public pour ce truc-là? Le truc c'est que moi j'adore Hunger Games. Je considère que c'est une des dernières bonnes sagas de science-fiction qu'on ait réalisé, original en plus. Bon, c'est une adaptation de bouquin, mais vous voyez ce que je veux dire, original quoi, c'est pas la suite de quoi que ce soit, etc. En dehors d'être une adaptation. Et je trouve que c'est une saga vachement intelligente et intéressante pour justement parler du contrôle de la population en général, de la propagande, de la communication, de trucs dans ce genre-là. C'est une saga qui est vraiment entièrement axée là-dessus. Et je trouve ça vachement intéressant, et donc potentiellement je suis intéressé par ce prequel. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit intéressant de faire un prequel là-dessus. Tout ce que ça va faire, c'est potentiellement montrer quelqu'un qui a pu lancer une révolte, mais qui a échoué finalement. J'avais cru entendre que c'était une histoire par rapport à la jeunesse de Snow, du président Snow lui-même. Je sais pas, mais en tout cas, le truc c'est que les Hunger Games existent déjà, le monde est déjà découpé tel qu'il est découpé dans la saga, donc je suis pas sûr que ce soit très utile et intelligent, et intéressant. Le 22 novembre, nous aurons un nouveau film Disney Animation qui s'appelle Wish, et qui a l'air nul. Je me rappelle même plus s'il y avait un sujet, un pitch, mais je l'ai oublié, donc ça vous montre à quel point c'est intéressant. Le 13 décembre, nous avons enfin le Wonka de Warner qui doit être prêt depuis 1 an et demi ou un truc dans ce genre-là, ou 1 an, avec Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka. C'est Charlie et la chocolaterie du coup, mais cette fois-ci plus du côté de Wonka. Vous savez à quel point j'adore Chalamet, et en plus j'aime pas vraiment cette histoire de Charlie et la chocolaterie. Donc alors Chalamet plus chocolaterie, ha. Et nous aurons le même jour le deuxième volet du fameux 3 Mousquetaires, écrit par De la Patelière et Delaporte. Le 20 décembre, nous aurons le deuxième Aquaman, et a priori dernier film du DCEU pré-James Gunn. Et le 27 décembre, nous aurons normalement, vraiment juste pour la fin de l'année, une suite aux Ghostbusters, donc au SOS Fantôme, qui était sorti l'année dernière. Donc celui avec les enfants de je ne sais plus quel gars. Et donc cette fois-ci, il retournerait sur New York et on reviendrait vraiment les Ghostbusters traditionnels. Je sais pas si ça peut valoir quelque chose, mais il y a des gens qui aiment ça. Voilà pour ce qui est du programme à venir dans l'année au cinéma. Pour ce qui est du programme de la chaîne, du coup, vous avez vu la vidéo sur la chaîne qui va devoir changer. Je vais faire mon possible pour faire d'autres vidéos et du coup, beaucoup réduire les vlogs cette année. Mais je dois vous dire que déjà, maintenant, je sens le côté bénéfique de l'arrêt des vlogs. Le fait de pas avoir de stress, de pas me dire « Putain, faut absolument que je finisse ça maintenant parce que j'ai ça à faire derrière, parce que j'ai ça machin », vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a décontracté. Véritablement, quand j'ai lu, je l'ai dit aux tipeurs, quand j'ai lu vos réactions à ma vidéo d'annonce pour les Pourquoi j'en avais tort, vous étiez tous en mode « Mais Dudu, y a pas de souci, et puis on t'adore, et y a pas de problème pour que tu finisses, pour que tu fasses moins de vlogs et plus d'autres vidéos, etc. » Et honnêtement, j'avais des spasmes de relaxation en fait. Mon corps se décrispait petit à petit en lisant vos messages qui me disaient que c'était bon, il n'y a aucun souci, que vous me suivriez sans aucun problème, etc. Enfin, vraiment c'était incroyable l'effet que cette positivité que vous m'avez envoyée a provoqué sur moi. Donc vraiment merci beaucoup pour ça, et j'essaierai donc d'être à la hauteur. Et donc déjà là, les bénéfices sont énormes. Les rattrapages qui ont été finis sans aucun problème, et je sais que je vais pouvoir enchaîner sur les Oscars sans trop de soucis non plus, par exemple. Je suis beaucoup plus motivé, j'ai envie de bosser véritablement, c'est que je vais devoir décaler des tournages parce que je dois préparer des trucs, genre préparer des notes et des machins pour tout ce qui va vous sortir sur la vidéo. Mais j'ai super envie d'arriver au moment du tournage, et là par exemple aujourd'hui pour me lever, dès que je me suis levé, immédiatement je me suis préparé, coiffé, tout le bordel, habillé, et j'ai voulu tourner directement dès le réveil en fait, parce que j'avais envie de faire cette vidéo, je veux qu'elle soit tournée, je veux qu'elle soit faite. Donc
Je pense que ça va pouvoir bien nous aider, bien aider la chaîne en général. Je vous avais dit que j'ai peut-être prévu un deuxième Pourquoi j'ai raison tort avant celui qui est déjà en cours, parce qu'il est il sera peut-être plus rapide à faire. J'ai déjà écrit 8 pages sur ce nouveau Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Comme ça, là, juste là, en 15 jours, vite fait, quoi, parce que c'était... c'est plutôt facile à faire niveau écriture. C'est dans le style des Pourquoi j'ai tort sur Prometheus et Alien Covenant, je prends le film dans l'ordre chronologique et je le fais comme ça. Mais même comme ça, ça m'arrive vraiment d'écrire autant en si peu de temps, quoi. Je commence déjà à sentir les avantages que ce nouveau rythme pourrait avoir. Vraiment, je sais que j'ai le temps, et du coup j'ai l'envie, la volonté, la motivation. Je pense que ça va beaucoup aider le changement de rythme cette année sur la chaîne, et la réduction des vlogs. Donc voilà, je pense que l'année devrait proposer quelques petits trucs plutôt intéressants, et selon comment se passera l'année, il y a peut-être moyen d'évoluer encore. Il y a des projets particuliers que j'ai jamais voulu oser lancer, et parce que je savais que si je me mettais dessus, ça me demanderait trop de temps, et je devrais sans doute disparaître, arrêter de faire certaines vidéos pendant quelques temps. Et maintenant, du coup, que le système de la chaîne me permet de faire ça, je me dis peut-être que maintenant, ces projets un peu plus complexes, je peux les faire aussi, quoi. Encore une fois, pour l'instant, je garantis rien, ça fait 15 jours, hein, donc on sait rien pour l'instant de l'effet longue durée de ce changement d'emploi du temps. Mais c'est vrai que vraiment, déjà là, je sens une grosse différence. Le fait de me réveiller éveillé, déjà ça donne envie de bosser sur un truc quand même, c'est de pas se réveiller fatigué, de stress et tout le bordel. C'est quelque chose que j'ai pas connu depuis des années, quoi. Donc ça change vraiment beaucoup de choses, ce changement de rythme, et je pense que c'est une très bonne décision que j'ai prise. Maintenant, il faut voir si c'est aussi une bonne décision sur le rythme et le contenu de la chaîne, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec cette évolution de mon rythme de travail. Voilà donc pour la fin de cette vidéo de bilan de l'année et à venir pour l'année prochaine. Merci beaucoup de l'avoir suivi, et j'espère que vous me retrouverez du coup pour les prochaines vidéos. Donc je vous l'ai dit, la prochaine ce sera normalement top, flop et rattrapage série, en une seule vidéo. Ensuite on aura normalement le top des vignettes, et on finira avec top, flop et rattrapage dans le courant du mois de février. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que pour les Oscars, c'est plutôt mal. J'ai regardé la shortlist, et pour une fois, je crois que j'ai vu la majorité des films qui seront en compétition pour les Oscars. Bon, généralement, il y a le tour des petits films et des machins, donc c'est toujours un bordel, mais pour la première fois, là, sur la shortlist, je me suis dit, ah bah dis donc, j'ai presque tout vu, en fait. Il y en a 3 ou 4 vraiment que je devais rattraper, mais j'ai presque tout vu. Pour une fois, ce serait plutôt pas mal. Mais donc, bien sûr, on se retrouvera avec les vidéos sur les Oscars après les tops et les flops et tout le bordel. Et ensuite, l'année démarrera pour les sorties normales de la chaîne. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc que vous me retrouvez pour les prochaines. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!